Le Phèdre de Platon, suite. Socrate. Quoi? Faut-il encore que je loue avec toi l'auteur d'avoir dit ce qu'il fallait dire? Ne suffit-il pas de reconnaître que son style est clair, précis, et qu'il a minutieusement passé autour chacune de ses expressions? S'il le faut, je le reconnaîtrai pour te faire plaisir, car je dois confesser que le mérite du fond a échappé à mon incapacité. Je n'ai fait attention qu'à l'art oratoire. Pour le fond, je ne pensais pas que Lysias lui-même pût en être satisfait. J'ai cru m'apercevoir, Phèdre, peut-être n'en juges-tu pas comme moi, qu'il disait 2 ou 3 fois la même chose, soit qu'il n'eut pas assez de ressources pour trouver beaucoup à dire sur le même sujet, soit que peut-être il n'en eut pas souci. J'ai cru à une gageure de jeune homme qui, pour faire parade de son talent, exprimait les mêmes pensées d'une manière puis d'une autre, et chaque fois avec une égale maîtrise. Phèdre. Tu n'y penses pas, Socrate. Le grand mérite de l'auteur est justement qu'il n'a omis aucune des idées que comportait le sujet, de sorte qu'on ne pourrait dire ni plus ni mieux que ce qu'il a dit. Socrate. Sur ce point, je ne puis plus être de ton avis. D'anciens sages des deux sexes qui ont parlé et écrit sur ce sujet me convaincraient d'erreur si j'y donnais les mains par complaisance. Phèdre. Qui sont-ils? Où as-tu entendu des discours supérieurs à celui-ci? Socrate. Je ne peux pas répondre ainsi au pied levé, mais il est certain que j'en ai entendu soit de la belle Sappho, soit du sage Anacréon, soit même de quelques prosateurs. Sur quoi se fonde ma conjecture? C'est, mon bel ami, que mon cœur déborde et que je me sens capable d'affronter la comparaison et de parler autrement et aussi bien. Or je sais bien qu'aucune de ces idées ne vient de moi, car j'ai conscience de mon ignorance. Reste donc sans doute que mes oreilles les ont puisées à d'autres sources, où je m'en suis rempli comme un vase. Mais j'ai l'esprit si paresseux que je ne me souviens plus comment ni de qui je les ai reçus. Phèdre. Je suis ravi de ce que tu dis, mon noble ami. Tu peux te dispenser de me dire, en dépit des instances que je pourrais t'en faire, de qui et comment tu les as reçus. Mais fais ce que tu viens de dire. Engage-toi à prononcer un discours meilleur et non moins étendu que celui du cahier, sans y rien emprunter, et moi, de mon côté, comme les 9 archontes, je m'engage à offrir à Delphes ma statue en or, de grandeur naturelle, et la tienne aussi. Socrate. Tu es trop bon, Phèdre, et tu vaux vraiment ton pesant d'or. Si tu crois que je prétends que Lysias s'est trompé du tout au tout, et que je peux opposer des choses nouvelles à toutes celles qu'il a dites. Une pareille prétention serait insoutenable, même avec l'écrivain le plus médiocre. Par exemple, sur le sujet qui nous occupe, penses-tu qu'un orateur qui, en soutenant la thèse qu'il faut favoriser l'ami sans amour plutôt que l'amoureux, omettrait de louer la sagesse de l'un, de blâmer la folie de l'autre, chose indispensable à son argumentation, pourrait trouver encore quelque chose à dire? Pour moi, je pense qu'il faut permettre et pardonner à l'orateur de reprendre ses arguments essentiels, et que ce qu'il faut louer en ce cas, ce n'est pas l'invention, mais la disposition, tandis que pour les arguments accessoires et difficiles à découvrir, il faut, outre la disposition, louer l'invention. Phèdre. Je souscris à ta demande, car elle me paraît juste. Je t'accorderai donc le droit de t'appuyer sur ce principe, que celui qui aime a l'esprit plus malade que celui qui n'aime pas. Mais pour le reste, si tu trouves des arguments plus nombreux et plus forts que Lysias sans limiter, je ferai dresser ta statue au marteau près de l'offrande des Cypsélides à Olympie. Socrate. M'as-tu donc pris au sérieux, Phèdre, parce que pour te taquiner, j'ai attaqué celui que tu aimes, et penses-tu que je vais réellement essayer de faire un discours plus riche d'idées que le chef-d'œuvre de ton ami? Phèdre.
Ici, mon ami, c'est à mon tour d'avoir prise sur toi. Il faut absolument que tu parles comme tu pourras. Garde-toi de nous faire jouer la scène banale des comédiens qui se renvoient les railleries, et ne me force pas à répéter tes paroles. Ô Socrate, si je ne connais pas Socrate, je ne me connais plus moi-même. Et il brûlait d'envie de parler, mais il faisait des façons. Mais mets-toi bien dans la tête que nous ne partirons pas d'ici, que tu n'aies dit ce que tu prétendais avoir dans le cœur. Nous sommes seuls, l'endroit est solitaire, et je suis le plus fort et le plus jeune. À bon entendeur, salut. N'attends pas qu'on te contraigne, parle de plein gré. Socrate. Mais mon ami, ce serait ridicule à moi d'opposer sur le même sujet l'impromptu d'un profane au travail d'un maître consommé. Phèdre. Je t'avertis d'une chose, cesse de faire des façons avec moi, car ou je me trompe, ou j'ai trouvé le mot qui te fera parler. Socrate. Alors garde-toi de le dire. Phèdre. Je vais le dire au contraire. Ce mot est un serment. Je jure, mais par quel Dieu jurer, par lequel, tiens, par ce platane, je jure que si tu ne prononces pas ton discours devant cet arbre même, je ne te montrerai ni ne te rapporterai jamais plus aucun autre discours de personne. Socrate. Ah, mauvais sujet. Comme tu as su trouver l'infaillible moyen de m'amener à tes fins en me prenant par mon faible pour les discours. Phèdre. Qu'as-tu donc à tergiverser? Socrate. Rien. Après le serment que tu as fait, le moyen de renoncer à un tel régal? Phèdre. Parle donc. Socrate. Sais-tu que je vais faire? Sais-tu ce que je vais faire? Phèdre. Voyons. Socrate. Je vais parler voilé, afin de courir ma carrière le plus vite possible et de n'être pas gêné ni confus d'affronter tes regards. Phèdre. Parle seulement, pour le reste, fais comme tu l'entendras. Socrate. Venez, muse Lygie, que vous deviez ce surnom à la nature de vos chants ou à la race musicienne des Lygiens, soutenez-moi dans le discours que cet excellent ami me contraint de prononcer, afin que son ami dont il admirait déjà le talent lui paraisse à présent plus admirable encore. Il y avait donc un enfant, ou plutôt un jeune adolescent d'une beauté parfaite, il avait des soupirants en foule. Mais l'un d'eux était un rusé. Sans être moins amoureux que les autres, il avait persuadé à l'enfant qu'il n'était pas épris, et un jour qu'il le sollicitait, il essaya de lui faire croire qu'il fallait accorder ses faveurs à l'ami sans amour plutôt qu'à l'amant passionné. Voici son discours. En toute chose, mon enfant, il n'y a qu'une manière de commencer quand on veut discuter convenablement. Il faut bien comprendre l'objet de la discussion, faute de quoi on est condamné à s'égarer complètement. La plupart ne se doutent pas qu'ils ignorent l'essence des choses. Aussi, persuadés qu'ils la connaissent, ils ne s'entendent pas au début de la discussion, et à mesure qu'ils avancent, ils en arrivent naturellement à n'être d'accord ni avec eux-mêmes ni avec les autres. Évitons, toi et moi, ce que nous reprochons aux autres, et puisque nous avons à décider s'il vaut mieux devenir l'ami d'un homme sans amour que d'un homme amoureux, établissons d'un commun accord ce qu'est l'amour et quels sont ses effets. Puis, les yeux tournés vers cette définition, rapportons-y toute notre discussion sur les avantages ou les désavantages de l'amour. Tout le monde reconnaît que l'amour est un désir. Mais nous savons d'autre part que le désir du beau se rencontre aussi chez ceux qui n'aiment point. À quoi donc peut-on discerner celui qui aime de celui qui n'aime pas? Il faut savoir qu'il y a dans chacun de nous deux principes qui nous gouvernent et nous dirigent et que nous suivons où ils nous mènent. L'un est le désir inné du plaisir, l'autre l'idée acquise qu'il faut rechercher le bien. Ces deux principes tantôt s'accordent, tantôt se combattent en nous, et tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre qui triomphe. Or, quand c'est le goût rationnel du bien qui nous dirige et qui a le dessus, sa domination prend le nom de tempérance.
Quand au contraire c'est le désir déraisonnable qui nous entraîne au plaisir et règne en nous, sa domination s'appelle intempérance. Mais l'intempérance a beaucoup de noms, car elle admet bien des formes et des espèces. Et quand l'une de ces espèces vient à prédominer dans un homme, c'est son nom qui sert à le qualifier, nom qui n'est ni beau ni enviable. Aussi, quand le désir de la bonne chair prend le pas sur le bien et les autres désirs, il s'appelle gourmandise et fait donner le nom de gourmand à celui qui en est possédé. Quand c'est le désir de boire qui règne en maître et subjugue celui qui en est atteint, on sait quel nom il reçoit. Quant aux autres désirs, frères de ceux-là, on sait de quel nom il faut les désigner, selon que tel ou tel domine. À quel désir pensais-je en disant tout cela? C'est, je crois, assez facile à discerner maintenant. Mais ce qu'on dit est toujours plus clair que ce qu'on ne dit pas. Je dirais donc que, quand le désir aveugle, maîtrisant le sentiment qui nous pousse vers le bien, se porte vers le plaisir que donne la beauté, et que fortement renforcé par les désirs de la même famille qui s'adresse à la beauté physique, il devient un penchant irrésistible, je dirais que ce désir tire son nom de cette force même et s'appelle amour.